Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle forme de vidéo héraldique, quelque chose entre la conférence et la présentation. On va appeler ça des présentations illustrées. Bon, le format n'est pas encore complètement rodé, mais l'idée générale est de partir d'un sujet d'aujourd'hui, d'un sujet du quotidien, un sujet héraldique bien sûr, et d'apporter les explications historiques, éventuellement anecdotiques, qui expliquent comment on est arrivé à ce dessin, à ces armoiries d'aujourd'hui. Pour cette première présentation, nous allons parler des armoiries du Portugal. Alors vous me direz pourquoi les armoiries du Portugal? La seule réponse c'est pourquoi pas. Et donc les armoiries du Portugal dans leur version moderne, donc que l'on peut retrouver sur la partie gauche de l'écran, présentent donc un écusson et des ornements extérieurs. Donc l'écusson d'aujourd'hui, l'écusson moderne du Portugal, a pour blasonnement d'argent à 5 écussons d'azur, posés en croix, chaque écusson chargé de 5 besants du champ, rangés en sautoir, à la bordure de gueule chargée de 7 châteaux d'or, donjonnés de 3 tours, ouverts et ajourés d'azur. Alors, 2 commentaires techniques. Tout d'abord sur la forme de l'écusson. Durant toute la présentation, nous allons utiliser la forme moderne de l'écusson portugais, c'est-à-dire celle avec la base arrondie. Bon, il faut savoir que c'est une forme aujourd'hui conventionnellement admise pour les armoiries portugaises, mais historiquement, d'autres formes ont été utilisées. C'est juste donc une convention. Second point technique, les petits écussons d'azur aux besants d'argent sont appelés des quinois, et pour le reste de la présentation, c'est à ce thème que nous nous référons. Alors maintenant, comment est-on arrivé à cet écusson moderne? L'écusson originel du Portugal, c'est d'argent à la croix d'azur. Bon, on ne connaît pas exactement l'origine de cette croix, on sait qu'elle date au moins du XIIe siècle, on sait notamment qu'elle était en usage lors de la Troisième Croisade. Alors sur le plan héraldique, la Troisième Croisade est intéressante parce qu'elle présente la particularité que le pape avait autorisé pour la première fois les peuples européens à se battre, chacun sous leur propre croix, alors que pour les précédentes croisades, tous les combattants se battaient sous une croix de gueule sur champ d'argent, donc rouge sur fond blanc. Pour cette troisième croisade, chaque peuple a le droit de se battre sous sa propre croix. Les Français vont continuer d'utiliser la croix de gueule sur champ d'argent, et les Anglais vont passer à la croix d'argent sur champ de gueule. Les Flamands vont utiliser la croix de sinople sur champ d'argent, c'est-à-dire verte sur champ blanc. Les Allemands vont utiliser la croix de sable sur champ d'argent, c'est-à-dire noir sur champ blanc, de même d'ailleurs que les Bretons. Les Napolitains vont utiliser la croix d'or sur champ de gueule, c'est-à-dire jaune sur champ rouge. Et donc, les Portugais vont utiliser la croix d'azur sur champ d'argent. Il est tout à fait possible qu'ils utilisaient déjà cette croix auparavant. On ne peut pas l'affirmer, on ne peut pas non plus le contredire. Donc la croix d'azur, ce sont les armoiries originelles portugaises. Puis après, on va passer à ce qu'on appelle l'écusson de Portugal ancien, où là apparaissent les quinois. Le blasonnement de cet écusson, c'est d'argent à 5 quinois d'azur, besantés d'argent, les 2 de flanc versés de côté. Alors un point technique de nouveau, à l'origine, le nombre de besants par quinois n'était absolument pas fixé à 5. Il faut attendre à peu près le XIIIe siècle pour qu'on arrive vraiment à ce chiffre de manière définitive. Auparavant, on en trouvait à 8, à 9, couramment. Maintenant, comment passe-t-on de la croix au quinoa? Alors, il existe une explication traditionnelle, que pour ma part je considère comme apocryphe, et une explication que je pense être plus historique, que je vais appeler l'explication probable. L'explication que je considère donc comme apocryphe nous explique que les 5 quinois sont représentatifs de 5 victoires que les Portugais ont remportées sur les Maures. Ces 5 victoires seraient celles de Lisbonne, Badajoz, Beja, Elvas et Évora. Bon, de mon point de vue, cette explication n'a été collée qu'a posteriori sur des quinois déjà préexistants. Mais il faut le savoir, c'est une explication traditionnelle.
L'explication probable que je vais maintenant vous présenter vient de la manière dont on construisait les boucliers pour les soldats. Je ne parle pas des boucliers des souverains ou de la haute noblesse, qui eux ont été rapidement tout en métal, mais bien ceux du gros de l'armée. Ces boucliers utilisaient une base principale en bois, formée de planches, accolées les unes aux autres. Cet ensemble était ensuite découpé à la forme de l'écusson. Je rappelle qu'ici c'est par convention que nous utilisons la forme moderne de l'écusson portugais, mais l'explication est valable pour n'importe quelle autre forme, y compris même pour les boucliers ronds, les rondaches, qui étaient en usage courant en péninsule ibérique. Donc cet ensemble en bois, pour en assurer la solidité et en même temps la résistance aux coups, on va la renforcer avec des renforts de métal, un renfort horizontal, un renfort vertical. Au centre, on va y placer le traditionnel ombon. Alors l'ombon, c'était un cône métallique. Bon, les formes étaient variées, ça pouvait mettre une pointe, dont la fonction était non seulement de renforcer la partie centrale du bouclier, celle derrière laquelle se trouvait le bras de celui qui tenait le bouclier, mais aussi de détourner les coups, d'épée notamment, et accessoirement d'aider lorsque le bouclier était utilisé en mêlée. Enfin, le pourtour du bouclier, celui qui est le plus exposé au coup et même à la simple usure habituelle du bouclier, est renforcé par une bande métallique. L'ensemble est bien entendu riveté, tant et si bien qu'on arrive à un bouclier qu'on va qualifier de brut, ayant à peu près ce dessin, avec des rivets donc en surépaisseur. Donc pour la protection aux intempéries, et en même temps pour permettre le dessin héraldique, on va le peindre. Donc dans notre cas ici, une base blanche, le fond argent, et la croix d'azur par-dessus. Et là nous avons un bouclier neuf. Mais bien entendu, il ne va pas rester dans cet état. Entre les combats, les intempéries et la simple usure, son apparence va changer. Et notamment, la peinture va s'écailler sur les parties les plus exposées au coup. C'est-à-dire le pourtour du bouclier, les rivets, rappelons-nous ils sont en surépaisseur, et même au niveau de l'ombon, qui lui aussi est en surépaisseur. Et du coup, si l'on fait abstraction des matières, le dessin qu'on obtient sur un bouclier usé prend à peu près cette apparence, c'est-à-dire une croix alésée, parsemée de points blancs, et avec au milieu la marque de l'ombon. Et du coup, on comprend assez bien comment on va passer de ce bouclier usé de manière anarchique à un bouclier avec des quinois. Alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'on ne revient pas à la croix d'origine? Eh bien en fait, les quinois vont institutionnaliser l'état du bouclier d'un vétéran, l'état du bouclier de quelqu'un qui a vraiment combattu, pas d'un bleu. C'est un petit peu comme l'histoire du képi blanc des légionnaires français, qui n'est que l'institutionnalisation du képi qui à l'origine était celui d'un soldat qui avait bourlingué. Donc là nous avons les quinois. Mais rappelons-nous, notre écusson portugais moderne, il a non seulement les quinois, mais il a aussi une bordure chargée de châteaux. Comment passe-t-on de l'un à l'autre? Alors cette fois-ci, nous arrivons au XIIIe siècle. L'infant Alphonse de Portugal épouse en 1206 l'infante Urraque de Castille. Cet infant portugais devient roi à son tour en 1211 sous le nom d'Alphonse II. Et donc vous allez me dire, c'est Alphonse II qui va être le premier à porter cette bordure. Et non, Alphonse II portait bien les 5 quinois, c'est tout. Par contre, on voit bien que la bordure est directement influencée par les armes de la reine Urraque, qui sont les armes castillanes traditionnelles, c'est-à-dire un château d'or donjonné de 3 pièces, ouvert et ajouré d'azur sur un champ de gueules. Mais en fait, c'est à la génération suivante que va se passer le changement. À la mort d'Alphonse II, c'est son fils aîné, Sanche II, qui lui devient le nouveau souverain. Celui-ci décède en 1248 sans laisser de fils. Du coup, la couronne passe à son frère, Alphonse. Celui-ci devient le roi Alphonse III. Mais cet Alphonse III était donc un cadet. En tant que cadet, il portait sous le règne de son père aussi bien que celui de son frère, une brisure.
et cette brisure était une bordure directement inspirée par les armes maternelles. Devenu roi, Alphonse III va conserver la bordure. Alors, nouveau point technique, à l'origine, le nombre de châteaux sur la bordure n'est absolument pas fixe, et il est surtout très supérieur aux 7 châteaux aujourd'hui en usage. À l'époque, en trouver 12, 13 ou 14, comme dans le dessin présenté ici, n'était absolument pas chose rare. Alors, le blason d'Alphonse III se rapproche déjà beaucoup plus de l'écusson moderne. Pour autant, ce n'est pas encore ça. Donc un nouveau changement va avoir lieu avec les armes du roi Jean Ier, dont le blasonnement était d'argent à 5 kg d'azur besanté du champ, les deux de flanc versés de côté, à la bordure de gueule chargée de châteaux d'or, donjonnés de 3 tours, ouverts et ajourés d'azur, à 4 fleurs de lys de sinople brochantes sur la bordure. Alors la modification ici saute aux yeux, c'est l'apparition des fleurs de lys de sinople. Donc celle-ci se réfère à la croix de l'ordre d'Avise, dont l'emblème est une croix fleur de lys et de sinople. Jean Ier était en fait un fils illégitime du roi Pierre Ier de Portugal. Son père l'avait nommé grand maître de l'ordre d'Avise, donc un ordre de moines chevaliers portugais, et il n'avait pas vocation à monter sur le trône. Ici, une petite explication généalogique et historique s'impose. En 1383, le roi Ferdinand Ier de Portugal meurt sans avoir eu de fils. Son seul héritier masculin légitime est son demi-frère Juan, le duc de Valence, qui va mourir en prison peu après. Il a en revanche une fille, l'infante Béatrice, qui a épousé le roi Jean Ier de Castille. La Castille va donc revendiquer la couronne du Portugal, ce qui va fortement déplaire à une grande partie de la noblesse portugaise et provoquer une guerre civile. Pour la noblesse portugaise, plutôt que l'union avec la Castille, il est préférable d'aller chercher l'autre demi-frère illégitime cette fois de Ferdinand, le grand maître de l'ordre d'Avise, qu'ils vont reconnaître comme le nouveau roi Jean Ier. Après une bonne année de combat, la souveraineté de ce nouveau roi est reconnue, et le roi Jean Ier apporte les fleurs de lys sinople de la croix d'Avise sur les armoiries royales portugaises. La situation reste en l'état jusqu'en 1485, où là le roi Jean II décide une simplification des armoiries pour arriver aux armoiries de Portugal modernes, avec le blasonnement que nous avons vu tout à l'heure. Les fleurs de lys d'Avise disparaissent, et les quinois sont tous redressés. Voici pour l'écusson. Les ornements extérieurs maintenant. Ils sont de 3 sortes, une sphère armillaire, des lauriers, des rubans verts et rouges. Commençons par la sphère armillaire. Alors celle-ci symbolise l'Empire portugais depuis le règne de Manuel Ier, c'est-à-dire le XVe siècle, les grandes découvertes, les expéditions d'Henri le Navigateur. La sphère armillaire est un vieil outil astronomique modélisant la sphère céleste, et en particulier l'écliptique, c'est-à-dire le parcours du Soleil sur une année. Sur l'armille de l'écliptique figure la devise, à l'origine la devise de Manuel Ier, Spera Mundi, j'espère le monde, je souhaite le monde, l'idée de conquête du monde, quoi, qui va être remplacée à partir de son fils Jean III par Spes mea in Domino, mon espoir étant le Seigneur. La sphère armillaire a été utilisée de manière à peu près continue dans les armoiries portugaises depuis le XVe siècle. Dans sa forme actuelle républicaine, la devise Spera Mundi a été reprise, tandis qu'il a été renoncé à Spes mea in Domino, davantage associé à la monarchie. Deuxième ornement extérieur, les lauriers, la couronne de laurier, qui est un symbole traditionnel depuis l'Antiquité, lié aux honneurs, à la gloire et la victoire. Et enfin, les rubans rouges et verts. Les rubans rouges et verts sont une référence au drapeau moderne portugais, sur fond rouge et vert. Le drapeau moderne portugais a été adopté après la Révolution de 1910 et la proclamation de la République. Globalement, il reprend le dessin ancien de la monarchie portugaise, sauf que là où les couleurs du drapeau étaient bleu et blanc, elles sont devenues vert et rouge, vert pour l'espoir,
rouge pour la Révolution. Et voilà, nous avons maintenant l'explication pour l'écusson et les ornements extérieurs. Nous avons les armoiries du Portugal. Ainsi se finit cette première présentation. Vos commentaires sont les bienvenus. Vos avis, que j'espère positifs aussi, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous voyez des pistes d'amélioration, n'hésitez pas non plus à m'en faire part. Si vous voyez enfin des sujets qui pourraient être traités sous cette forme de présentation, sachez que évidemment je suis preneur. Je suis prêt à examiner toute bonne idée. Bien, merci à vous et à la prochaine.